RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Focus Mag de son ancien nom Mag Actu. Je me présente Christopher Fausten et c'est avec joie de vous présenter ce magazine tout au long de la saison 2024-2025, les samedis à 10h et 16h sur les ondes de RCF Cœur de Champagne et sur les différentes plateformes de podcast. Pour ce premier numéro, je vous emmène du côté de Giffaumont-Champaubert dans le sud-ouest marnais afin de vous présenter le lac du Der Chantecoq, le plus grand lac artificiel de France qui fête cette année son 50e anniversaire. Le lac du Der Chantecoq est une, on peut le dire, mer intérieure située au cœur de la Champagne entre la Marne, la Haute-Marne et le département de l'Aube et qui a pour objectif principal d'éviter les crues, notamment dans le bassin parisien. Marc Delannoy, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur des aménagements hydrauliques à l'EPTB Seine-Grand Lac. Merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui. Avant de revenir sur l'origine de sa création, que signifie exactement EPTB Seine-Grand Lac et quelles sont les missions de cet établissement public? Donc EPTB pour établissement public territorial de bassin. Donc on est effectivement un syndicat mixte qui regroupe déjà les 4 conseils départementaux, Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis. Et puis on a aussi la métropole du Grand Paris et l'agglomération de Troyes, Saint-Dizier, Meaux et enfin la région. Donc comme vous voyez, un établissement qui est multi-acteur. Donc alors d'où vient-on quelque part? Eh bien on a en tête sûrement tous les uns et les autres cette crue de 1910. C'était un petit peu un élément générateur sur la protection de Paris par rapport aux crues. Mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a eu une grande sécheresse en 1921. Donc dès les années 30, on a imaginé un grand schéma de protection du bassin parisien contre les crues et contre les sécheresses. Donc voilà un petit peu d'où vient Seine-Grand Lac. Et au fil du temps, on a été un service de la ville de Paris et puis établissement public territorial de bassin. Voilà. Construit depuis 1967 et mis en service en 1974, le lac du Der Chantecoq et plus particulièrement le lac réservoir Marne a été conçu pour réguler les niveaux de la rivière Marne, elle-même affluent de la Seine. Marc Delannoy, lorsqu'on parle de régulation des niveaux des rivières, on pense forcément au risque d'inondation, notamment dans le bassin parisien avec la Seine. Effectivement, comme je l'ai dit en introduction, c'est le premier réflexe que l'on a. On pense aux crues, aux inondations, et on oublie bien souvent cette deuxième mission. Réguler une rivière, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau, mais faire en sorte aussi qu'il y en ait assez. Et c'est une mission importante. On relâche de l'eau dans les rivières, on fait ce qu'on appelle le soutien d'étiage pour être sûr que l'été, il y ait suffisamment d'eau. Donc réguler le bassin de la Seine, eh bien c'est ça, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau et qu'il y en ait assez. Et c'est une mission qui est mise en place tout au long de l'année. D'ailleurs, récemment, Seine-Grand Lac a dû intervenir en urgence face aux orages de fin juin. Effectivement, situation exceptionnelle, un peu comme on a connu en juillet 2021. Et bien là, dans la nuit du 29 au 30 mai, au 30 juin, autant pour moi, on a connu des pluies très importantes en amont, jusque 135 mm sur le bassin de Joinville, et ce qui nous a amené à des débits très importants, puisqu'on a au niveau de Chamouillé, donc c'est la station qui est un petit peu en amont du barrage de Saint-Dizier, eh bien on a les débits dans la Marne qui ont été multipliés par 10, et on s'est retrouvé avec des débits de l'ordre de 320 mètres cubes. Alors, ça ne dit peut-être pas grand chose pour les uns et les autres, mais ce sont des valeurs exceptionnelles que l'on n'avait pas connues depuis mai 2013. Même si ce n'est pas évident de l'expliquer sans images, comment fonctionne concrètement ce lac réservoir? Alors on a en tête ces barrages dans les Alpes, où on vient quelque part bloquer la rivière et remplir ce réservoir. Nos lacs de Champagne ont un fonctionnement bien différent. Ils sont ce qu'on appelle en dérivation. C'est-à-dire qu'on a une prise d'eau
là en l'occurrence pour le lac du Der, à Saint-Dizier. Donc on va pouvoir dériver de l'eau de la Marne vers le lac du Der. Et puis on a un deuxième canal qui lui va permettre de restituer l'eau du lac réservoir vers la Marne, à l'aval, au niveau d'Arigny. Donc ce système de dérivation nous permet de dire, eh bien je prends ce dont j'ai besoin, et lorsque je suis là plutôt pour soutenir le niveau de la rivière, je vais remettre dans le lit de la Marne ce dont elle a besoin. Voilà. Alors la particularité du Der, c'est qu'historiquement il y avait le vieux Der, un premier réservoir qui a été construit dans les années 30. Donc en fait on a deux canaux d'alimentation, un depuis la Marne, un depuis la Blaise, et deux canaux de restitution. Donc tout le jeu un petit peu de nos exploitants, ça va être de doser ce que l'on prend et ce que l'on rend à la rivière. Il y a d'ailleurs d'autres lacs réservoirs pour éviter les inondations de la Seine et notamment du bassin parisien. Marc Delannoy, quels sont les lacs et où se trouvent-ils ? Effectivement, l'établissement public dispose de 4 réservoirs, celui du Der dont on vient un petit peu parler. Il y a aussi dans l'Aube, eh bien, 2 réservoirs, un qui régule l'Aube, qu'on appelle nous Amance-Temple, et puis un que vous connaissez certainement, celui de la Forêt d'Orient, qui régule la Seine, à côté de Troyes. Donc, ces 3 lacs de Champagne sont sur le même principe de la dérivation. Et on en a un 4e, qui est pas très connu, mais qui est très très beau, je vous invite à aller le voir. Un beau barrage à Pannecières qui, lui, va permettre de stocker de l'eau sur l'Yonne. Un ouvrage en béton, là, contrairement à ceux de Champagne, donc il fait 50 mètres de haut. Donc tout ça nous permet de disposer d'une capacité de stockage de plus de 800 millions de mètres cubes. Et on a actuellement en réalisation un 5e ouvrage à la Bassée qui se situe à la confluence de la Seine et de l'Yonne et qui permettra lui aussi d'avoir une action assez efficace sur les hauteurs d'eau à Paris. Marc Delannoy, directeur des aménagements hydrauliques à l'EPTB Seine-Grand Lac. Merci encore une fois d'être avec nous en ligne aujourd'hui. Avant de parler de l'aspect biodiversité et loisirs de ce lac, intéressons-nous d'abord à son histoire. Avec Daniel Dautel, bonjour. Oui, bonjour. Gretteur auprès de l'Agence de développement touristique de la Marne. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. À la suite des importantes crues de la Seine à Paris en 1910 et 1924, l'État décide de réguler le débit du fleuve et de ses affluents. C'est pourquoi en 1938, un premier lac réservoir a été créé à Champaubert-au-Bois et non Giffaumont-Champaubert. Oui, parce que Giffaumont-Champaubert n'existait encore pas, puisque c'est la réunion des 2 villages de Giffaumont et de l'ancien village de Champaubert qui a disparu. Alors qu'en 1938, le secteur, si vous voulez, dépendait des autorités parisiennes et qui était depuis une éternité, exposé aux crues, aux aléas de la Seine dans Paris. Et la Seine, qui est alimentée par les affluents en amont, qui sont la Marne, qui sont l'Aube, qui sont l'Yonne, et aussi, puisqu'on parle du lac de Champaubert, d'une rivière qui est un affluent de la Marne, de la Blaise. Pourquoi et pour quelles raisons ce lac a été créé à cet endroit précis ? Alors, le secteur qui concerne la création du lac en Champagne-Ardenne est une zone particulièrement humide. Et d'ailleurs, cette zone qui est humide a été identifiée par les accords de Ramsar en 1971. Donc, première raison, une zone humide. Deuxième raison, il y avait de nombreuses rivières, on vient de les citer, la Blaise, la Marne et puis l'Aube, qui ne sont pas très loin, puisque là nous sommes, si vous voulez, à quelques kilomètres de l'Aube. Et aussi une autre raison qui est loin d'être négligeable, c'est que vous avez dans cette zone humide le sol est composé essentiellement d'argile de Gaux. Donc vous avez de l'eau en abondance. Et le secteur a été également retenu parce que quand on parle de lac, on veut stocker de l'eau et le fond de la cuvette est particulièrement étanche.
Donc territoire humide, 10 ans de travaux ont été nécessaires pour aménager ce lac, on peut le dire, monsieur Dotel, gigantesque. Une création qui a eu des conséquences, par contre, de l'autre côté. Vous parlez essentiellement là du lac réservoir Marne, et qui est un monstre, puisqu'il est 45 fois plus grand que le lac de Champaubert, qui a été livré en 1938, qui ne faisait que 470 hectares. Donc le réservoir Marne a été un projet de longue haleine, et les premières raisons, si vous voulez, qui ont amené à ce gigantesque plan d'eau, c'était les conséquences, en particulier des crues sur Paris, et en particulier de celle de 1910, qui a duré 35 jours, avec des effets absolument pervers, puisque les bateaux sur la Seine ne pouvaient plus circuler. Le métro qui venait d'être livré a été partiellement, si vous voulez, à l'arrêt. Les hôpitaux étaient fermés. Les ordures ménagères n'étaient plus ramassées. Donc il y a eu des effets pervers sur le plan humain, sur le plan économique. Il faut savoir que l'agence de bassin Seine-Normandie est la plus importante du territoire. Elle est la plus importante en surface, elle est plus importante en population, puisque vous avez l'agglomération de Paris, et sur le plan économique aussi, parce que autour de Paris, vous avez énormément d'activités. Et quand la décision a été prise, je dirais, de passer à une phase active, c'était suite à la crue, et c'est Aristide Briand qui a donné un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, en disant que tout ce qui avait été précédemment entrepris n'était pas digne d'intérêt, ou je dirais trop médiocre, et qu'il fallait passer aux ouvrages. Et un des techniciens du port de Paris a été très influent dans ce chapitre, c'était Monsieur Chabal. Monsieur Chabal, qui avait été mobilisé en 1914 pendant la guerre, dans l'Aube, à la limite de la Marne. Donc lui avait déjà bien identifié ce périmètre. D'accord. Vous parliez il y a quelques instants de 1910, qui a duré plus de 30 jours, en termes de 35 jours. 35 jours, voilà exactement. Monsieur Dotel, il y a aussi cette partie 1924. Oui. En 1924, je dirais que l'identité du barrage réservoir Marne que nous avons aujourd'hui était déjà, je dirais, bien identifiée. Oui, tout à fait. Donc c'est encore une raison de plus, je dirais, d'entreprendre pour l'urgence. Mais le projet par lui-même était déjà bien établi. Depuis 1910 déjà. Oui, 1910 et même bien avant, puisque le lac, vous l'avez dit, est fait pour réguler le cours de la Seine. Et contrairement à ce que pense le public, essentiellement pour amener de l'eau dans Paris l'été en période d'étiage. Parce que si on n'avait pas les ouvrages, on pourrait traverser la Seine à Paris à pied. Donc, premier critère, amener de l'eau l'été. Et le second, c'était de faire face aux crues. Et en complément des ouvrages qui sont importants, puisque le premier a été le lac de Champaubert de 1938, après le lac de Pansières dans l'Yonne. Ensuite, c'était le nôtre, barrage réservoir Marne, qui devait être entrepris, mais elle a été décalée pour mettre en œuvre le lac de la Forêt d'Orient, qui était plus facile, je dirais, à réaliser, parce qu'il n'y avait pas d'expropriation à réaliser. Oui. Et c'est ce qui, je dirais, a longtemps, retenu un petit peu l'initiative des Parisiens, c'est qu'ils avaient à composer avec l'association qui a mis en résistance, je dirais, les communes concernées par les expropriations, les villages de Champaubert, de Nuisement et de Chantecoq. Les conséquences, elles ont été essentiellement, je dirais, humaines et économiques. Parce que quand M. Chabal avait bien déterminé le périmètre du plan d'eau, donc on savait que 3 villages allaient disparaître. 3 villages, c'était à peu près 350, 360 personnes. C'était lourd de conséquences, parce que les personnes étaient là d'une façon ancestrale dans leur propriété. Et elles ne voyaient pas pourquoi elles avaient à déménager pour les Parisiens. Les Parisiens, c'était des étrangers. Et ils ne voyaient pas pourquoi ils avaient à se sacrifier pour la ville de Paris. Donc il y a eu un regroupement, une fédération de tous les propriétaires, de tous les occupants des villages,
Et ça posait énormément de problèmes. Quand les ingénieurs venaient sur le terrain pour repérer les lieux, ils faisaient des piquetages. Bien, le lendemain, les piquetages avaient disparu. Quand ils voulaient rentrer dans les mairies pour consulter les cadastres, les maires ignoraient ce que c'était. Enfin, ils jouaient un petit peu au naïf en disant on n'a pas vos documents, on ne peut pas vous aider. Donc la résistance a duré longtemps. Et puis les Parisiens se sont aperçus qu'ils n'avaient pas été les bons négociateurs, je dirais, pour créer un climat de confiance. Ouais. Et ils ont abandonné, si vous voulez, l'approche avec une certaine qui était faite avec une certaine autorité. Et ils ont recruté, je dirais, des locaux pour être plus en phase avec les locaux et ouvrir les négociations pour démarrer les projets d'expropriation. Parce que 360 habitants, et ça représentait à peu près aussi 700 dossiers d'expropriation pour ce qui concerne le foncier et 150 dossiers pour ce qui était des immeubles. C'était une phase très difficile. Et le plus douloureux, c'est lorsqu'on a évoqué, donc sur les 3 villages, il y avait aussi des églises, et au pied des églises... J'allais dire le patrimoine également. Oui, le patrimoine, et aussi les tombes, monsieur, les tombes. Oui, le cimetière. On a exhumé plus de tombes qu'on a... oui, absolument. Il y en a eu 396 tombes. Alors Daniel Hôtel, on vient de le dire, les 3 communes ont dû disparaître pour créer ce lac réservoir Marne. Quelles sont ces 3 communes, Daniel? La plus importante, c'était la commune de Champaubert. Champaubert, la commune D'accord. de Champaubert. Ensuite, vous aviez la commune de Nuisemont, et la plus petite, c'était la commune de Chantecoq. Et sur les 3 villages, c'est la commune de Chantecoq qui a été expropriée à 100%. Pour ce qui est de Nuisemont, une partie a été reprise par la commune qui était à l'origine les Grandes Côtes, qui est maintenant Sainte-Marie-du-Lac. Et pour ce qui est de Champaubert, une grande partie du territoire a été repris par la commune de Braucourt sur la route Marne. Et que reste-t-il de ces communes et patrimoine, Daniel Doltel? Alors, pour ce qui est des communes, je dirais sur le plan géographique, il ne reste plus rien, puisque toutes les maisons ont été abattues et brûlées. Il y a une seule exception, c'est pour la commune de Champaubert, où il reste l'église, qui longtemps a fait débat. Même dans un premier temps, elle devait disparaître. Et là, l'ingénieur de la ville de Paris, M. Desforges, je dirais, a accepté, si vous voulez, de la préserver. Et je pense que ça a été un bon choix, parce que cette église est très bien située. C'est un point de repère symbolique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les différentes activités, je dirais, de loisirs qui sont créées, c'est une référence dans le lac. La destruction de ces différentes communes a permis donc de créer le plus grand lac artificiel de France. Marc Delannoy, directeur des aménagements hydrauliques à l'EPTB 5 Grands Lacs, avec nous aujourd'hui en ligne. Avez-vous quelques chiffres à nous communiquer sur ce lac ? Avant tout, 350 millions de mètres cubes de stockage, et puis une périphérie de plus de 40 kilomètres. Et des canaux qui représentent plusieurs dizaines de kilomètres. Voilà. Mais surtout aussi ce barrage de Giffaumont, qui est ce qu'on appelle un barrage de classe A, donc qui est la classe la plus importante. On s'en rend pas compte, mais c'est un barrage en terre qui est parmi les plus grands de France, puisqu'il fait 25 mètres de haut et 140 mètres à la largeur. Merci Daniel Doltel d'avoir été avec nous, gréteur auprès de l'Agence de développement touristique de la Marne. Marc Delannoy, restez avec nous puisque nous allons évoquer l'aspect biodiversité du lac du Der Chantecoq. Je vais descendre le grand escalier avec ces pierres mal attachées. Même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher. Reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi à mes côtés.
ce que j'ai ôté et rendre au monde ce qu'il m'a donné. Et toi à mes côtés. C'est une merveille. Regardez cette vie sans pareil. Cette mer qui s'attire au soleil et te caresser. C'est une merveille. Et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va plonger. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les yeux. Un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Moi, pas mieux. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les cieux. Un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Pas mieux. C'est une merveille. Cette vie a nulle autre pareil. Cette mer qui s'attire au soleil. Viens, on va plonger. C'est une merveille. Et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va s'aimer. RCF, Magactu, Christopher Fausten. Avec le président de la Ligue de protection des oiseaux de Champagne-Ardenne, Étienne Clément. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Situé sur l'un des principaux axes migratoires pour les oiseaux, ce site est reconnu pour son importance ornithologique majeure, un lieu de reproduction, d'hivernage et plein d'autres choses, Étienne Clément. Oui, alors on a aujourd'hui coutume de dire qu'il y a à peu près 330 espèces d'oiseaux, donc ce qui concerne l'avifaune, qui sont aujourd'hui référencées sur le lac du Der. 330 espèces, c'est à peu près la moitié de ce qu'on trouve en Europe. Donc c'est un vrai spot international pour l'avifaune et pour les oiseaux, avec des espèces qui sont très emblématiques, patrimoniales, des espèces rares. Et avec un renouvellement sur l'année, puisque le fonctionnement du lac avec ce marnage annuel, c'est-à-dire la phase de remplissage et la phase de vidage, fait que actuellement, par exemple, on est plutôt en période de reproduction, donc on a certaines espèces qui viennent à certains moments de l'année, qui vont partir, puisque, comme vous l'avez dit, on est sur un axe migratoire, et puis qui vont être remplacées par d'autres espèces. Donc, quel que soit le moment de l'année où vous allez venir, vous n'allez pas rencontrer les mêmes espèces d'une période à l'autre de l'année. Alors, ce lac est surtout connu pour ses nombreuses grues cendrées, notamment. Pourquoi viennent-ils sur ce site ? En fait, parce que donc les grues qui viennent sur le lac sont des grues nordiques, scandinaves, allemandes, un petit peu les pays baltes. Et quand elles entament leur migration, c'est-à-dire en général le gros pic, on dit souvent la mi-octobre. Elles vont descendre donc classiquement avant la création du lac du Der. Elles descendaient principalement en Espagne et dans le nord de l'Afrique du Nord. Et quand on a créé le lac, il se trouve que quand elles font leur migration, le lac justement est en phase de vidage et le lac est interdit aux intrusions humaines. On n'a pas le droit de rentrer dans la cuvette, ce qui fait que ça on leur a fait un très bel hôtel en fait. Voilà, un très beau lieu, une belle étape, une belle escale. Et de leur lieu de migration, en une journée, par exemple, pour celles qui partent d'Allemagne, elles arrivent sur le lac, et c'est vraiment le premier site qu'elles rencontrent, qui est très favorable pour leur stationnement. Oui, j'allais dire, un stationnement, on peut dire impressionnant sur le lac du Der, quand on est vraiment sur la saison, plutôt vers l'automne. Oui, le gros pic, c'est 15 octobre, 15 novembre. Voilà, c'est là où on a les gros pics de migration. Puis l'autre élément très favorable, ça a été l'évolution des pratiques agricoles, puisque avant c'était un pays de bocage, donc qui n'était pas forcément très très intéressant. Et le paysage agricole a beaucoup bougé autour du lac du Der, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de cultures, et dans ces cultures
nature, on a beaucoup de maïs parce qu'ici le maïs, il n'y a pas besoin d'être arrosé, il pousse naturellement, voilà. Et le maïs fait partie intégrante du régime alimentaire de la grue. Donc la grue, c'est vraiment un oiseau qui est inféodé au paysage agricole, quoi. Donc on leur a créé d'un côté l'hôtel et juste autour on a fait le restaurant, donc on a vraiment donné les conditions maximales à ce qu'elle puisse venir sur ce site. D'ailleurs, en collaboration avec l'Office du tourisme, d'ailleurs on aura l'occasion d'en discuter avec eux dans quelques instants dans cette émission, vous créez vraiment un rendez-vous phare dans l'année, hein. Oui. La fête de la grue migratoire durant cette période octobre-novembre. C'est la première semaine des vacances de la Toussaint, Voilà. Classiquement. Donc C'est un rendez-vous incontournable. Cette année, c'est la 17e édition et on a des gens qui viennent de partout en France. Parce que c'est un des endroits en France et en Europe où on peut voir assez facilement du fait de la configuration du lac avec cette digue qui entoure le lac, où on peut les voir assez facilement. Donc les gens aiment bien le matin venir, notamment sur le site de Chantecoq, qui est vraiment le rendez-vous nature des gens qui viennent pour le côté nature du lac. Donc où on a la chance, quand on a des beaux levées de grue, d'avoir le soleil qui se lève juste en fond de carte postale. Avec juste au-dessus de l'église, là, voilà. Donc vous parlez de gens... carte postale en oui, plus. c'est ça. Vous parlez de carte postale, justement, je suis en train de penser à tous ces photographes qui aiment bien prendre des photos nature. Oui. Ils sont servis. Oui, ici, alors donc on a la période des grues, mais on aime bien aussi dire, comme je disais tout à l'heure, que toute l'année on peut venir sur le lac et sur les étangs périphériques. Donc il y a le site des étangs d'Outine et d'Arigny qui font partie de la réserve du lac du Der et où il y a des observatoires et qui deviennent effectivement. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui viennent à l'année sur les observatoires de ces étangs périphériques, avec un nombre assez important effectivement de photographes qui se postent là, qui prennent le temps, etc. Il faut de la patience. C'est un endroit où effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir sans déranger, parce que c'est un peu le message aussi qu'on passe nous. LPO, nous, on n'est pas là pour faire du tourisme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire découvrir, passer du message, sensibiliser et dire aux gens, voilà, on peut effectivement profiter de ce spectacle naturel, mais dans le respect justement des espèces, parce que si on veut continuer à profiter de ce spectacle, il faut pouvoir en profiter sans déranger, en étant discret dans des endroits où c'est possible. Il y a des endroits où c'est interdit, mais on n'y va pas. Voilà. Donc il y a la mission principale de la LPO, on peut le dire. De sensibiliser, de faire des suivis d'espèces, parce qu'on fait des comptages aussi. On est sur le terrain, on fait pas ça que pour le plaisir. Si on veut bien connaître la nature, il faut et pour bien la connaître, il faut être sur le terrain. Donc on est tous les jours à faire des comptages, à suivre toutes ces espèces qui viennent sur le lac du Der, faire de la protection aussi, on fait de la gestion d'espace, voilà, donc c'est les missions principales de la LPO, c'est la sensibilisation, la connaissance et la gestion des espaces. Étienne Clément, on parle depuis quelques minutes principalement des grues cendrées. Quels sont les principaux oiseaux qui viennent sur le lac? Parce qu'on n'a pas que les grues cendrées. Est-ce qu'on peut citer quelques espèces d'oiseaux? Alors, on peut pas tout citer parce qu'ils sont, on vient de le dire tout à l'heure, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver principalement? Alors l'autre espèce aujourd'hui, depuis quelques années, qui est l'autre espèce emblématique, parce que maintenant les grues partagent la vedette avec une autre espèce, c'est le pigargue à queue blanche. Donc peu de gens le savent, mais on a un aigle qui niche sur le lac du Der depuis plusieurs années. C'est un aigle qui est encore plus grand que l'aigle royal. Donc c'était une espèce qui venait avant uniquement en période hivernale, qui descendait de pays nordiques et qui venait passer. Donc en général, il y avait 4-5 individus qui venaient en hiver et on a eu pendant un certain moment des tentatives de nidification et depuis 4 ans maintenant, donc on a un couple qui vit à l'année sur le lac et qui produit chaque année 2 jeunes à l'envol. Et donc c'est une espèce qui normalement devrait maintenant se fidéliser sur le site. Et donc ça c'est un vrai bonheur de voir cette espèce-là. Donc en général on le voit quand tous les autres oiseaux s'envolent. C'est-à-dire quand vous avez un énorme brouhaha sur le lac, quand vous êtes en train de regarder, c'est parce que le pigargue arrive, qui est un gros prédateur, qui va
manger d'autres oiseaux, qui se nourrit aussi de poissons morts. Il est nécrophage aussi. Donc on peut citer par exemple, on a une très belle colonie de hérons aussi. On a pratiquement tous les hérons qui sont présents en France. Une très belle colonie de hérons multispécifiques. Donc il y a le très commun héron cendré, mais en période de printemps, de nidification, on a le héron pourpré, on a la grande aigrette, les aigrette garzette, et puis un oiseau qu'on voyait plutôt avant sur le détla du Nil par exemple, et qu'on voit aujourd'hui maintenant qui niche sur le Der, donc qui est vraiment l'oiseau typique des effets du réchauffement climatique. C'est le héron garde-bœuf, donc on voit maintenant à côté des vaches, enfin des bovins, oui, etc. Il est juste à côté, voire dessus. C'est vraiment, on a un peu l'image de ce qu'on voit en Afrique, dans la savane africaine. On l'a sur le lac du Der. Donc voilà, donc il y a des canards, enfin des rapaces, le martin pêcheur qui est un oiseau très prisé des photographes aussi. Et voilà, il y a de tout pour tous ceux qui s'intéressent justement effectivement à la nature et qui ont envie d'être sensibilisés à ce domaine-là. En parlant de sensibilisation, donc vous êtes là à travers des opérations telles que la fête de la grue migratoire courant octobre-novembre. Vous avez aussi un site qui est pas très très loin, à Autine. Vous avez un site pour à la fois avoir vos bureaux, soit, oui, de la LPO Champagne-Ardenne, en créant également des expositions, des animations, des opérations pour sensibiliser le grand public. Alors on fait beaucoup d'animations, d'accueil, d'accompagnement, alors pas seulement puisqu'on est Champagne-Ardenne, pas seulement sur le lac du Der, on en fait un peu partout, oui, bien sûr, en Argonne, dans l'Aube, en Haute-Marne, etc. On est répartis sur l'ensemble de la région, mais c'est vrai que notre fief c'est quand même le lac du Der, donc on fait énormément d'animations grand public parce que la sensibilisation elle se veut grand public. Et puis effectivement depuis 2 ans sur l'été, donc à partir du 1er juillet et jusqu'au 30 novembre, on a des expositions qu'on présente donc en accès libre, soit dans notre site, soit à proximité de notre site. Et l'idée là aussi c'est de présenter la faune et la flore locale. L'idée c'est de dire aux gens l'oiseau que vous avez vu il y a une demi-heure au bout de vos jumelles, il est en photo là et on accompagne d'une fiche pédagogique où on explique à quel moment l'oiseau il est présent, à quel moment il niche, qu'est-ce qu'il mange, voilà, des questions qu'on nous pose régulièrement parce que c'est des questions récurrentes qu'on a. On retrouve tout sur place. Voilà, ça mange quoi, est-ce que ça niche dans les arbres ou au sol, etc. Enfin voilà, et donc on y répond aussi par des expositions qu'on présente au public. Étienne Clément, Marc Delannoy, est-ce qu'une collaboration régulière se fait entre la LPO et Seine-Grand Lac afin de répondre à la fois à la régulation des niveaux des rivières, mais aussi à la préservation des animaux? Étienne Clément. Alors, en fait, on subit pour les oiseaux, on sait bien que le lac du Der, il a été créé, sa fonction principale, comme on l'a dit, oui, pour la régulation. C'est la régulation des eaux du débit de la rivière. Donc de toute façon, quand le lac a besoin de se remplir, il se remplit. Et les animaux s'adaptent. S'adaptent ou s'adaptent pas d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir malheureusement, quand il y a besoin de remplir en période de nidification, des nids qui sont inondés. Mais ça, c'est le lot commun en rivière. Quand la rivière elle est en crue, elle embarque avec elle des nids. Les oiseaux qui nichent dans les berges des rivières les nids sont inondés. Ça, c'est la nature qui est comme ça. Donc, on est obligé d'accompagner ça. Enfin, voilà, on n'a pas forcément de solution à donner à ce moment-là. Marc Delannoy, vous souhaitez compléter? Eh bien oui, c'est un souci pour nous parce que vous le savez certainement, le lac du Der fait partie de la zone Ramsar, donc une zone humide qui est parmi les plus exceptionnelles en France. Et effectivement, on met en valeur ce patrimoine de la faune et notamment des oiseaux. On a des espèces de cigognes noires qui viennent nicher dans ce qu'on appelle les queues de lac, les extrémités. Donc bien sûr, on est très vigilant et on travaille de concert avec la LPO pour mettre en valeur tous ces espaces qui, comme ça a été dit par la personne avant, sont très particuliers de par ce marnage et de ces niveaux d'eau qui montent et qui descendent dans ces espaces.
Merci Étienne Clément et Marc Delannoy d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Étienne Clément, je rappelle, président de la Ligue de protection des oiseaux de Champagne-Ardenne. Marc Delannoy, directeur des aménagements hydrauliques à l'EPTV Seine-Grand Lac. Merci messieurs. Merci. RCF, Magactu, Christopher Fausten. Merci d'être avec nous et de votre fidélité. Nous sommes toujours à Giffaumont-Champaubert, d'ailleurs à l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne. À Giffaumont-Champaubert, je le rappelle, commune située dans la région Grand Est, au sud-est du département de la Marne, afin de vous présenter aujourd'hui le lac du Der Chantecoq qui fête cette année son 50e anniversaire. Bonjour Jean-Pierre Calabrese. Eh bien bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation depuis Giffaumont-Champaubert, au sein de votre commune, à quelques mètres du lac du Der Chantecoq. Maire de la commune de Giffaumont-Champaubert depuis 2014 ? Ça fait... alors, si je suis maire, c'est mon deuxième mandat, de maire, donc ça doit faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Vous avez donc... on peut dire grandi, vous avez quand même passé quelques années quand même dans ce territoire proche du lac du Der. Que représente pour vous ce site, à la fois en tant qu'habitant, mais aussi en tant que maire de Giffaumont-Champaubert? Eh bien, écoutez, si je veux être franc, je vais vous dire que c'est un grand honneur d'être maire d'une station de tourisme. Je pense que ça doit être la seule de la Marne. Donc, comme habitant aussi, parce que je peux profiter de toutes les festivités qui sont autour du lac, de toutes les facilités que l'on a de pouvoir s'occuper avec tout ce qui se passe en automne, en été, au printemps. Mais aussi la contrepartie, c'est que c'est pas une sinécure. Je n'ai pas, comme on est une petite commune, oui. 300 habitants, pas tout à fait, mais 1500 à 2000 l'été, et parfois 10-20 000 pendant les week-ends. Et donc moi, je n'ai pas de DGS. C'est tout petit. Et donc, c'est le maire et ses adjoints qui sont en première ligne. Donc je dois assurer ici tout ce qui est mon pouvoir de police et le pouvoir d'urbanisme avec des gros projets comme un hôtel de 82 chambres et peu de communes de 300 habitants à gérer ce genre de projet. Même chose pour le casino que j'ai eu le plaisir d'inaugurer. Voilà, ce sont des choses très très particulières, mais aussi qui sont très très valorisantes. On a aussi eu le plaisir d'avoir la flamme olympique. C'est la plus petite unité de France, je sais pas du village, à avoir la flamme olympique pour vous. Ah oui, c'était fantastique parce que j'avais eu l'idée avec Monsieur Mirgodan, président du syndicat du Der, de faire venir la flamme sur un bateau. Et je voulais qu'on coche plusieurs cases, que ce soit des femmes qui conduisent. Et on s'était débrouillé pour qu'en arrière-plan, il y ait l'église de Champaubert, d'un village disparu. Et donc, tout de suite est venue l'idée de faire naviguer la flamme avec un porteur sur un dragon boat conduit par les Dragon Ladies de Châlons, de l'association des Pelles chalonnaises, qui sont en rémission du cancer et certaines encore en chimio. Et c'était vraiment un moment d'émotion puissant et qui était relayé à haut niveau. C'est un beau clin d'œil, on peut dire, d'avoir fait ce passage de la flamme sur le lac du Der, quand on se dit que déjà l'objectif principal de la création de ce lac réserve Marne, qui dit lac du Der Chantecoq aujourd'hui, pour réguler les rivières dont la Seine pour préserver et éviter les risques d'inondation du bassin parisien, lieu des JO de Paris. C'est un beau clin d'œil. Ah, absolument. Et un là, très beau lien. Ah oui. Là, moi, je suis absolument ravi et on a des très bonnes relations avec EPTB Seine-Grand Lac et son président Patrick Ollier, que l'on voit souvent et que je remercie de sa présence. Voilà, non, moi c'est vraiment un grand honneur d'être maire de cette commune, mais avec les fatigues qui vont avec. J'imagine. Jean-Pierre Calabrese, un site
naturel avec de nombreuses attractions touristiques, vous l'avez dit. Est-ce si simple pour le maire de Giffaumont-Champaubert, le maire d'une petite commune, de gérer toutes ces attractions touristiques ? Il y a toujours des problèmes, notamment de parking. Quand on fait des festivités, on n'a pas assez de parking. Quand on n'a pas assez de parking, il faut prendre. Donc vous avez des difficultés quand même. Oui, c'est pas si simple. Oui. Pour organiser, chaque fois il y a des réunions en sous-préfecture pour la sécurité, puisque on a un Vigipirate renforcé. Donc faut fermer des routes, il faut trouver des endroits où les gens vont se stationner. Quand on fait des grosses festivités qui attirent jusqu'à 40 000 personnes. Il faut les placer. Ce sont des soucis, mais on arrive à chaque fois. Vous avez quand même le soutien de l'Office du tourisme pour tout ce qui est animation, des événements, mais aussi l'agglomération, les départements. Oui, alors ça, je vous confirme que de toute façon, le maire de Giffaumont ne peut pas gérer tout seul. Ah non, c'est c'est hors de question, c'est beaucoup trop lourd. Comme j'ai dit, on n'a pas de service. Donc c'est le syndicat du DER et le bureau syndical qui gère tout l'aspect économique. Et on est soutenu évidemment par le département, par la gendarmerie, qui nous aide aussi à mettre en place tous les plans de sécurité. Mais si vous voulez, au niveau du pouvoir de police, proprement dit, c'est le maire de la commune qui est responsable et personne d'autre. Donc, ça veut dire que ça, à ce niveau-là, il y a de grosses responsabilités. Mais je suis évidemment très secondé. Je remercie évidemment tous les services du syndicat, du département, de la gendarmerie, etc., sans lesquels, moi, à mon petit niveau, je ne pourrais pas. On sent vraiment la joie dans vos propos, dans votre voix, justement, de partager à nos auditeurs aujourd'hui cette fierté d'avoir cette station de Giffaumont, cette station du lac du Der ici au sein de votre commune avec toutes ces activités touristiques et ces événements. On sent de la joie dans votre voix. Oui, je suis fier de ce territoire et fier de ses habitants. Qui, quand on fait appel à eux, encore je l'ai vu pour la Flamme Olympique ou pour le Festival de la Photo ou pour le marathon ou pour des grandes brocantes qu'on organise, on a un réservoir de bénévoles extraordinaire. Sachant que vous êtes une commune, vous l'avez dit tout à l'heure, environ 300 habitants. C'est ça. Donc c'est quand même merveilleux d'avoir cette grande mobilisation à chaque rendez-vous. Oui, j'arrive très facilement à trouver 40, 50, 60 bénévoles. C'est des gens qui n'hésitent pas effectivement à donner leur temps et qui sont aussi très fiers de leur territoire. Et ils sont acteurs, de toute façon, de ce territoire et de ces événements. Oui, complètement acteurs et comme je dis, fiers d'être Giffaumontais par exemple. Merci Jean-Pierre Calabrese d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Giffaumont-Champaubert. On vous souhaite une bonne continuation et longue vie à ce lac du Der du côté de Giffaumont-Champaubert. On est parti, c'était fin juin, s'est embrassé, serré la main, un pour tous et tous pour un. Et puis chacun a pris son train. On avait tous aussi peur, on s'est juré la main sur le cœur qu'on se reverrait avant 10 ans. On s'est revus et maintenant, de temps en temps, on s'invite. Même si souvent, on s'évite. On se dit bien sûr, je m'en souviens. Mais on se rappelle de moins en moins. Ça nous a pas rendu amers. On sait bien qu'on peut rien y faire. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées surtout. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre? On perd son temps. Et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend. Il y en a qui ont fait des enfants, il y en a d'autres qui ont dit j'attends. On a tous aimé les femmes, on s'est tous trouvé du charme. On est tous devenus quelqu'un dans son quartier ou plus loin. Bien sûr on s'est perdu de vue, mais on n'appelait pas ça perdu. On s'est traité de tous les noms, on s'est tombé dans les bras. On n'a pas osé dire non, on a dit oui quand fallait pas. Ça nous a pas empêché
de continuer à s'aimer pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées, surtout pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. Pas besoin de faire semblant, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on peut jouer sans être comédien. À quoi ça sert d'aller contre? Ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on suit tous le même chemin. RCF, Magactu, Christopher Fausten. On parlait de tourisme avec Jean-Pierre Calabrese il y a quelques instants. Ça tombe très bien puisque nous avons avec nous Marion Chedoz, présidente de l'Office de tourisme du Lac du Der en Champagne et directrice d'ailleurs du camping Yellow Village en Champagne. Bonjour. Bonjour. Et Alexis Gilbert, directeur de l'Office de tourisme du Lac du Der en Champagne et syndicat du Der. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici au sein de l'Office de tourisme du Lac du Der en Champagne depuis le début de cette émission. Quelles sont les activités, Alexis Gilbert, les activités incontournables du Lac du Der en Champagne? Alors le lac du Der en fait est une destination nature, donc on a vraiment un patrimoine très large et notamment on bénéficie en fait de cette attractivité de nos 6 plages, de plus de 200 km de circuits de randonnée. On a aussi plus d'une quarantaine de kilomètres de randonnée à vélo tout autour du lac. On a vraiment une boucle, ça c'est cette chance. Et donc on a des touristes qui viennent pour les activités à la fois, on va dire balnéaires, donc la plage, les ports avec tout ce qui est bateau, mais aussi pour tout ce qui est nature, donc circuits de randonnée et on a aussi du patrimoine sur le territoire, patrimoine bâti, et donc les gens trouvent vraiment satisfaction par rapport à leurs recherches et leurs intérêts. J'allais dire patrimoine, évoquons, on a l'église notamment, l'église à découvrir, un musée. Tout à fait, alors un petit musée, c'est surtout pour parler de l'histoire, l'église de Champaubert, puisque c'est une église qui a été déplacée lorsque le lac a été mis en eau et qui en fait sert de lieu de résidence d'artistes. Il y a des messes du souvenir qui sont organisées, donc c'est un lieu de mémoire et elle fait partie de la carte postale du lac du Der puisqu'elle est à quelques mètres du rivage et c'est une destination vraiment incontournable quand on vient au lac. On peut dire à nos auditeurs aujourd'hui, on peut passer en famille toute une journée, on peut faire plein de choses à la fois du patrimoine, de l'histoire, de la balade, des activités, du repos avec la plage, on peut tout faire ici. Tout à fait, même sans exagérer, on peut passer des vacances complètes, 1-2 semaines. On a de la chance, on le voit avec les hébergements, les gens restent longtemps et jouent sur une complémentarité de ce que veulent les enfants, ce que veulent les parents, ce que parfois veulent les grands-parents, puisque c'est vraiment intergénérationnel. On a cette chance et aussi l'Office de tourisme organise beaucoup d'animations pour donner un dynamisme et un rythme au territoire pendant toute l'année, puisqu'on a cette période ornithologique ensuite qui vient avec des grands événements. Et donc voilà, on a plusieurs clientèles et tout le monde trouve vraiment du plaisir à venir sur le lac du Der. Justement, Alexis Gilbert, en parlant de clientèle, d'animation, de durée de séjour ici au lac du Der, quel retour faites-vous au niveau fréquentation ? Alors d'un point de vue fréquentation, on a, on va dire, comme je le disais, 2 saisons. Une saison estivale qui représente le plus gros de notre fréquentation, que le lac du Der est connu notamment pour les plages principalement. Et après, on a cette deuxième période ornithologique. Nous, on peut parler vraiment de la fréquentation à l'Office de tourisme. On a plus de 60 000 personnes qui passent la porte de l'Office de tourisme à Giffaumont-Champaubert. Mais c'est qu'une des nombreuses statistiques. On a plus de 100 000 plagistes. Et après, historiquement, on dit toujours qu'on a plus d'1 million de visiteurs. Alors visiteurs, c'est aussi bien les locaux qui viennent à la journée,
journée que les touristes. On a en fait 80% de clientèle française, mais donc plutôt quart nord-est. Et après, on touche les Belges, les Hollandais, les Allemands, les Anglais. Donc on a cette chance d'avoir une belle fréquentation et en même temps de ne pas avoir des gens qui viennent de très loin. Donc on n'est pas dépendant des flux, on va dire, internationaux et des problématiques de transport. Donc on retrouve quand même quelques touristes de nos voisins européens. Tout à fait, quelques-uns, oui, à hauteur de 20% environ. À peu Voilà. près. Alors cette année, le lac du Der en Champagne fête son 50e anniversaire. À cette occasion, le territoire se mobilise tout au long de l'année afin de célébrer ce demi-siècle d'histoire. D'ailleurs, depuis mai dernier, la saison Extra Lac a été lancée, Marion Chedoz. Oui, tout à fait. Donc le lac du Der a été mis en eau en 74, donc 2024. On fête les 50 ans. Donc on a voulu créer une saison Extra Lac. Pas faire seulement un événement festif, mais voir une saison festive pour tous les goûts et pour un public totalement différent. Alors des animations, on le disait, tout au long de l'année, avec quand même plusieurs temps forts. Le premier temps fort, ça a été bien sûr l'inauguration fin mai. Il y aura également le week-end Art et Mémoire du 14 et 15 septembre, le dernier temps fort, mais on rassure nos auditeurs. Encore une fois de plus, les animations, c'est toute l'année. C'est toute l'année, tout à fait. On a misé sur 5 temps forts, mais les animations vont aller jusqu'au mois de décembre. Donc, il y aura également la fête de la grue, le week-end de patrimoine, la fête, les 10 ans du casino. Donc, en fait, on s'appuie sur des événements qui sont récurrents sur la saison, mais qui montent en puissance pour les 50 ans. Donc, avec un appui financier de l'Office de tourisme également. Alors, pour le dernier temps fort de ce Extra Lac, les 50 ans du lac du Der en Champagne, lac du Der Chantecoq, Marion Chedoz, qu'est-ce qu'on va y trouver concrètement dans ce dernier week-end du 14 et 15 septembre? On aura beaucoup de spectacles de rue, de spectacles vivants qui seront basés sur tout ce qui est visuel, avec vraiment un rapprochement avec le public et beaucoup de choses sur la mémoire. Voilà. Pourquoi le lac a été créé? Comment il a été créé, à quoi il sert, et avec les inondations qu'on a depuis les quelques jours, voilà, on sait vraiment à quoi sert le lac. C'est pas uniquement touristique, mais il y a vraiment une utilité pour les crues. Cet événement sera suivi de la fête de la grue et de la migration, puis du festival international de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der à l'automne. D'ailleurs, Marion Chedoz, quelles sont les dates de ces deux rendez-vous? Alors, la fête de la grue aura lieu du 19 au 27 octobre. Et le festival de Montier-en-Der, donc il accueille plus de 40 000 personnes, du 21 au 24 novembre. Voilà, on invite nos auditeurs bien sûr à s'y rendre à ces deux rendez-vous incontournables ici autour du lac du Der. Merci Marion Chedoz et Alexis Gilbert d'avoir été avec nous. Marion Chedoz, présidente de l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne. Alexis Gilbert, directeur de l'Office du tourisme du lac du Der en Champagne et du syndicat du Der. Et longue vie au lac du Der en Champagne. Il me reste à remercier l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne de nous avoir reçus aujourd'hui, à Jawed Saoudik et Malvoisin pour la réalisation de cette émission, et à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.